Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je suis avec Virginie Resson-Victor. Voilà, on va se mettre comme ça en attendant. Il y a un petit problème de caméra sur StreamYard, mais on va régler le problème rapidement. Bonjour Thomas. Hello, hello Jérôme et Virginie. Alors, on t'entend pas, Thomas. On m'entend pas. Non, on t'entend pas. On t'entend pas. Attends, c'est toi qui n'as pas de son. Ah, c'est moi peut-être. Voilà, j'avais fermé. On t'entend maintenant, Thomas? C'est mieux? Ouais, c'est parfait. Ouais. Bien, merci, pardon pour ces problèmes d'ordre technologique. Je sais pas comment on se met comme ça, Ouais. mais on va bientôt dans ce sens. Voilà, on va résoudre la problématique. Donc, bienvenue, cher Thomas. Peut-être qu'on pourrait commencer, Virginie, par quelques mots d'introduction sur le grand défi. Mais je te laisse Et faire. puis, ah, ok, d'accord. Et après, Moi, voilà. j'interviewerai ton Voilà, après. exactement. Donc, sur le grand défi, bien, pour vous dire qu'il avance à grands pas, puisque on s'approche maintenant du début de la grande délibération qui commencera le 10 et 11 juin à Nantes. Nous y sommes d'ailleurs pour une réunion préparatoire. Vous dire quelques nouvelles qui sont importantes, puisque on a décidé la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, d'ouvrir la grande consultation à un maximum de salariés et de dirigeants, en passant par nos réseaux, mais aussi directement. Et donc, on a eu énormément de nouveaux participants à cette consultation qui prend beaucoup plus d'ampleur. Consultation, vous le savez, qui a pour but de faire émerger finalement on va dire les besoins, les propositions et aussi les raisons pour lesquelles, à nos yeux et aux yeux des salariés dirigeants, la transition écologique des entreprises et du monde économique n'avance pas assez vite. Et puis nous avons, alors là peut-être que je ne sais pas exactement qui est derrière l'écran, mais voilà, c'est mieux. Justine ou Raphaël pourraient partager, ou Judith, un lien vers cette consultation pour que vous puissiez, vous derrière votre écran, y participer finalement et devenir des acteurs à part entière du grand défi. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a aussi choisi de réserver une petite partie des entreprises, des 150, on peut les appeler les délibérateurs, enfin celles qui participeront, les représentants à l'aventure d'intelligence collective qui se déroulera dans 6 sessions, hein, à commencer par Nantes le 10 juin jusqu'à Paris au mois de décembre. On a décidé d'ouvrir une partie de cette délibération des 150 à des entreprises qui candidateront, qui candidatent en ce moment même d'ailleurs, pour être tirées au sort. Donc là encore, si derrière voilà, l'écran, vous pouvez, l'équipe du Grand Défi, mettre le lien aussi pour permettre au maximum d'entreprises de candidater et d'avoir une chance d'être tirées au sort, je pense que ce serait très bien. Donc voilà, le grand défi avance, il prend de plus en plus d'ampleur et puis on va prochainement rentrer dans la phase plus opérationnelle avec l'ensemble des acteurs du grand défi, c'est-à-dire évidemment tous ses partenaires, mais aussi ses marraines. Petit appel d'ailleurs, peut-être que nous pourrons faire. Nous recherchons encore 1, 2, 3 marraines, vous savez, qui sont les entreprises de toute taille qui décident de soutenir le grand défi, d'y participer activement, mais aussi de nous soutenir financièrement. Voilà, si vous pouvez, vous aussi, nous aider, nous ne refuserons pas avec l'équipe du grand défi et Virginie. Virginie, d'ailleurs, si tu veux bien, je te cède la parole pour te voilà arrivant, pour interviewer Thomas. Avec. Attends. C'est bon? Est-ce qu'il y a encore de l'écho? Il faut que peut-être. Ouais. On est désolé, on a des problèmes de technique. Bon, tu sais quoi? Je vais prendre ton ordi. Tu prends l'ordi. Allez. Hop, voilà. On va se mettre comme ça. C'est la première fois que ça nous arrive. Comme quoi, on n'a jamais eu de. Voilà. Alors d'abord, merci infiniment, Thomas, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et tout, avant de commencer à échanger avec toi et d'inviter d'ailleurs toutes les personnes qui nous suivent à te poser des questions, parce que c'est aussi le but du jeu. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que certains qui nous regardent te connaissent et sont même des fans. Tu as beaucoup de fans. Mais ce que moi qui m'intéresse, c'est que tu nous présentes un peu ton parcours, puisque tu n'es pas tombé dedans quand tu étais petit, pour reprendre une expression chère à Astérix et Obélix. Et donc moi, ça m'intéresse, et je pense que ça intéresse beaucoup de gens, de savoir comment est-ce que tu en es arrivé là, puisque maintenant tu te dédies entièrement
finalement à l'information sur le climat? Mmh. Ouais, bon, les sujets écologiques, ça date pas d'il y a 3 ou 4 ans. J'ai pas vu la lumière il y a 3 ou 4 ans, ça date de c'est beaucoup plus ancien. Mais c'est vrai que mon parcours ne laissait pas penser que j'allais créer un média pour ça, donc le média Bon Pote. J'ai travaillé une dizaine d'années en finance, plutôt finance de marché, donc d'abord du conseil de dette et ensuite j'étais, les 6 dernières années consultant et mon dernier travail en l'occurrence, c'était de mettre des algorithmes en place, pour vérifier l'activité de trading des banques. Donc Crédit Agricole et Natixis la dernière, donc je sais à peu Mmh. près ce que les banques fabriquent, je sais à peu près dans quoi elles investissent ou pas. Ça, c'est de l'asset management, c'est encore autre chose, mais voilà, ou donc quelles sont leurs activités, où sont leurs activités, est-ce qu'il y a de vert ou pas vert? On aura peut-être l'occasion d'en reparler Mmh. aujourd'hui. En parallèle, j'ai fondé Bon Pote, mais qui était pas à la base un média qui allait parler, forcément que d'écologie. Je discutais un peu de sujets sociaux, vraiment de tout et à partir de 2019, face à un déficit d'information sur le sujet, sur les enjeux environnementaux, hein, donc ça concerne pas que le climat, j'ai commencé de plus en plus à écrire dessus et aussi au fil des lectures, je pense, parce que plus tu lis sur ce sujet-là, plus tu sais à quel point on est, dans une situation, enfin, catastrophique, Mmh. qui a une urgence et qui a un gros déficit d'information. Donc, j'ai commencé à me dédier à 100 à ça et je continuais à travailler, en parallèle. Donc je travaillais la journée en banque. Il y a peut-être des anciens collègues qui me regardent, ils savaient à quel point j'étais passionné par mon travail. C'est du sarcasme évidemment. Mmh. Et donc j'étais beaucoup plus concentré sur l'écriture et engagé déjà, pour me battre pour le climat et voilà et la biodiversité. J'ai été anonyme et je suis sorti de l'anonymat début 2021. Mmh. Donc je travaillais en parallèle, donc c'était très fatigant parce que j'avais mon travail et le soir, et la nuit parfois, parce que je dormais déjà peu, j'écrivais pour Bon Pote et j'ai fini par quitter mon travail en fin 2020 et sortir de l'anonymat début 2021 Mmh. pour me consacrer à 100 sur Bon Pote et depuis, c'est un peu une aventure, enfin, je réalise toujours pas tous les jours ce qui se passe. Ce matin, enfin hier, il y a eu une journée au parlement suisse. Oui. Il y a eu 50 exemplaires de notre livre qu'on a coécrit avec le CNRS, qui ont été offerts à des merci, Voilà. à des parlementaires. Donc en fait, ça sort de nulle part. Encore une fois, là, j'ai vraiment un parcours atypique. J'étais il y a 2 ans, encore il y a 2 ans dans un open space, en train de parler de produits financiers et d'embêter mes collègues et de les empêcher de travailler. Donc voilà, c'est un peu un parcours atypique, mais j'ai quitté mon travail. On va en parler là tout de suite, mais Mmh. j'ai quitté mon travail parce que je pense que l'urgence climatique, enfin, c'est la moindre des choses, que mon énergie devait être placée ailleurs. On peut bien sûr rester, il y a des gens, enfin, tous les jours, j'ai des messages de personnes qui travaillent dans des grands groupes et qui demandent: «Est-ce que je dois quitter mon travail?» mais ça, c'est pas à moi de répondre. On aura besoin de gens, à l'intérieur, entre parenthèses, du système et à l'extérieur, et des actions individuelles et des actions collectives aussi. Mmh. Donc, vraiment, on a besoin de tout le monde, de tout âge. Il n'y a pas que les jeunes, qui sont actifs et les vieux qui s'en foutent, c'est pas du tout vrai. Donc voilà, on aura vraiment besoin de tout le monde. Voilà pour la courte et même longue présentation. Écoute, je suis ravie pour toi que tu sois sorti de ta schizophrénie, parce que j'imagine que certains jours, ça ne devait pas être simple. Hem et je tout de suite. Et donc maintenant, je voudrais qu'on revienne dans le contexte politique qui est le nôtre actuellement. Il y a un nouveau chef d'État qui vient d'être élu, enfin nouveau, qui vient d'être réélu. Dans son dernier discours de campagne, il a donc promis de choisir un Premier ministre pour en faire un ministre aussi de la planification écologique, Mmh. ce qui évidemment sort complètement du cadre qu'on connaissait où l'économie dirigeait l'écologie. Et là, donc, il inverse la proposition de façon inattendue et inédite. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas ça dont on va peut-être parler maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est ça repositionne finalement l'écologie aujourd'hui dans l'univers politique, dans le débat politique et dans le débat économique. Et donc ça, derrière, ça soulève évidemment beaucoup de questions. Et la première question que ça soulève et que j'aborde moi-même régulièrement dans les interventions que je peux faire, c'est est-ce que la démocratie, du moins telle que nous la pratiquons en France, à ton avis, est-ce que ce modèle démocratique-là, ces pratiques démocratiques sont compatibles avec l'urgence écologique et sinon, pourquoi
Bon, il y a pas d en fait, il y a pas de réponse, c'est très hétérogène parce que j'ai un brouillon d'articles, sur le sujet, mais ça fait 2 ans que je lis beaucoup et écoute beaucoup de conférences, sur le sujet. La littérature, est très riche sur le sujet. En fait, il y a pas de réponse. Ce que je peux te dire avec assurance, c'est que la France n'est pas une démocratie parfaite. Bon, ça ne surprendra personne. La concentration des pouvoirs et des médias. Alors, c'est pas vrai qu'il y a 9 personnes qui détiennent 90 de la presse, mais il y a quand même une énorme concentration. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas être si les citoyens ne sont pas informés correctement, on peut pas dire que ce soit une démocratie parfaite. Typiquement, si tout le monde avait en tête, allez, on va parler de la formation de la Convention citoyenne pour le climat. Si tout le monde avait 20 heures de formation sur le climat, il est impossible que les politiques puissent se permettre de parler d'écologie punitive, typiquement. C'est en gros la droite et l'extrême droite et les conservateurs qui se servent de cette expression, mais ça n'aurait aucun sens. Ce serait impossible. Certains, politiques, Anne-Laure Blin pour ne pas la citer, qui est chez les Républicains, a mis en doute, le réchauffement climatique anthropique, donc d'origine humaine. Elle ne pourrait pas se le permettre, en fait. Donc c'est une démocratie, tout le monde peut dire à peu près ce qu'il veut, mais toutes les paroles ne se valent pas. Enfin, à partir du moment où tu as un consensus scientifique qui t'explique par des milliers de papiers scientifiques que c'est le cas, bon, si toi tu dis le contraire, tu as le droit de le dire, mais en fait ça passerait pas ou les citoyens te prendraient pour, un idiot ou une idiote, quoi. Hem, Ça c'est la 1re, donc la France n'est pas une démocratie parfaite, je mesure ce que je dis. Il y a longtemps, en tout cas une dizaine d'années, j'ai été en Chine pour mes études et j'ai voyagé au Venezuela également, je préfère être en France que là-bas, sans commune mesure. C'est vraiment et je vois ce qui se passe à Shanghai. J'ai encore vu une vidéo là où ils tuent des animaux, enfin bref, moi je suis choqué de ce qui se passe. J'ai un ami qui vit à Shanghai, donc je me tiens au courant un peu de ce qui se passe là-bas. Je préfère être en France, on est bien en France, quoi qu'on dise. On est mieux ici qu'à Caracas, ou à Shanghai, Pékin et cetera. Hem Après, est-ce qu'on a le choix? Moi, je me bats là tous les jours pour qu'on reste dans une démocratie imparfaite, donc je préfère me battre et pousser les sujets dans une démocratie imparfaite qu'une dictature. C'est indéniable. C'est comme pousser les sujets là, et se battre un peu comme contre Emmanuel Macron pour le climat, pousser la politique à ce niveau-là plutôt que Marine Le Pen. Bon, ça c'est sans commune mesure. C'est mon point de vue, mais je suis à peu près sûr de ce que je dis. Hem, Après c'est difficile en fait, c'est une question, on pourrait prendre du temps, mais il y a de la littérature sci la lia dans la littérature scientifique, ils disent aussi que ça pourrait aller potentiellement plus vite en dictature. Moi, ça me fait peur ça, mais ça pourrait évidemment aller plus vite. Je vais prendre l'exemple de la Chine, ce que je ne souhaite pas encore une fois, je le précise. Si le gouvernement chinois décide, pour des raisons il a une illumination dans la nuit et il pense qu'il faut se battre pour le climat, ça n'arrivera pas, mais peut-être qu'il le fera pour raisons économiques avant tout ou politiques, intérêts politiques. Si les Chinois ou le gouvernement chinois décide qu'il faut d'un coup, arrêter le charbon, se calmer sur le charbon et utiliser la planification écologique pour le coup et switcher dans un état vert, ça ira beaucoup plus vite dans un état chinois, mais sans commune mesure avec ce qui se passe en France ou en Europe. Parce que les citoyens n'auront pas le choix. Donc tu as un type en haut, en gros, qui décide et ça découle. Donc voilà. L'ironie de l'histoire, c'est que Poutine le fait pour l'Europe. Ça aussi, enfin, ça fait 2 mois, j'ai pas osé, j'ai un truc en brouillon, c'est très compliqué, là, pour l'instant, de s'exprimer là-dessus. Je rejoins les propos, il y a plein de choses pour lesquelles j'étais pas d'accord avec une intervention de François Gémen hier soir, mais ce qui est sûr, c'est que malgré qu'il y ait la guerre et des centaines de morts par jour, on n'est toujours pas foutu de prendre des mesures, en tout cas à l'échelle nationale ou européenne. On a un peu baissé les importations de charbon ou embargo dessus, mais c'est honteux, en fait. On devrait, face à ça, réduire et demander un effort. C'est toujours, différencier, donc demander aux plus riches de faire des efforts, bien sûr, mais on a les moyens de financer. On parle, il y a des études qui sont sorties en Allemagne et en France de entre 0,5 et 3 de PIB, mais en fait, on devrait même pas discuter. Il y a des morts de l'autre côté. C'est bon pour le climat, on a plein de raisons de switcher notre économie et être en économie de guerre pour le coup. Sortir des passoires thermiques, ça arrangerait beaucoup de Français et surtout les plus démunis. Moi, je ne comprends pas et je ne m'explique toujours pas, moi j'ai honte en fait. Tous les jours là, je suis l'actualité politique, mais j'ai honte que notre gouvernement n'ait toujours pas pris les mesures. Typiquement le fameux baisser la vitesse sur l'autoroute, c'est rien du tout. Mais si on n'est pas capable de faire ça, alors que tu as des morts de l'autre côté,
je ne sais pas si je dois remercier Poutine ou tu vois? Pour l'instant, je vois pas de changement concret, donc J'étais ironique. j'en doute. Et justement, tu parlais à l'instant de François Gémen, qu'on salue parce que je sais qu'il s'était inscrit pour regarder, cet entretien. Hem, ça m'amène à une autre question, qui est liée à la précédente, c'est sur la place du scientifique et en particulier du scientifique, sur les questions environnementales, climatiques, de biodiversité, dans une période où on sait que cette question-là, finalement, elle est centrale et elle sert aussi bien les questions d'ailleurs sociales, sociétales, économiques, puisqu'elle engage à tout transformer finalement. Et celui qui détient finalement le savoir, c'est le scientifique. Sur ces questions-là, c'est le scientifique, le GIEC, mais pas seulement, hein. On parle beaucoup du GIEC, mais il y a bien d'autres scientifiques qui travaillent sur ces questions-là. Euh, Quelle place il faudrait lui accorder dans le gouvernement? Et je ramène ça aussi à ce qui s'est passé pendant le Covid, où on a reproché finalement aux scientifiques de faire la politique en leur disant que ce n'est pas leur place. Et en même temps, sans la donnée scientifique, on voit bien que si on ne prend que la donnée économique, on n'y arrive pas. Donc, est-ce que tu as une idée sur, et tu viens de publier, donc je rappelle, ce livre, Tout comprendre ou presque sur le climat, avec le CNRS, un livre préfacé par l'excellente Valérie Masson-Delmotte, et que j'invite tout le monde à aller écouter parce que c'est juste. Là aussi, si tout le monde écoutait Valérie Masson-Delmotte, je pense qu'il n'y aurait plus de déni climatique. Quoi qu'il en soit, tout ça m'amène à c'est quoi la place du scientifique pour toi, Thomas Wagner, dans Ouais. le Bon, politique? ouais, première des choses, il faut surtout rappeler que le changement climatique est une question politique. Donc en fait, on ne peut pas dissocier les 2. Il n'y a pas la science d'un côté et les politiques de l'autre. Ce que je dis, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, dans le résumé pour les décideurs du 2e volet du dernier rapport du GIEC. Donc en fait, là, je m'adresse surtout aux Jean-Michel, sur LinkedIn qui pensent que: «Non mais attention, il ne faut pas parler de politique, le changement climatique, ça n'a rien à voir, c'est une question scientifique». En fait, c'est complètement faux. La politique alimente la science et la science, donc les résultats et la recherche scientifique vient alimenter les décisions politiques. C'est ce que fait le GIEC. Typiquement, ils font une synthèse des travaux scientifiques et ensuite, c'est aux politiques de s'en emparer et de prendre des décisions. Il faut aussi savoir que le pouvoir, va prendre la science quand ça l'arrange. On va entendre Emmanuel Macron parfois dire: «Oui, il faut écouter les scientifiques, je suis d'accord» et cetera. Mais ni sur le covid, il a à un moment pris la décision de ne pas écouter le conseil scientifique, et ni sur le climat. S'il les écoutait vraiment comme il peut le dire, mais en fait, il se permettrait pas de dire, et de faire ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est clair. En fait, c'est un choix. Parfois, ils prennent la science quand ça les arrange. Il faut aussi remettre ça dans le contexte. Ensuite, pour l'engagement, et la place des scientifiques, bon, il faut déjà, aussi les redescendre un peu dans le piédestal, enfin, de leur piédestal. Ce sont des citoyens, ce sont des citoyens qui font un travail formidable, hein. Les gens, moi, avec qui j'ai eu la chance de travailler toute l'année, qui travaillent pour l'intérêt public. J'en vois ça changer des gens que je voyais en banque qui étaient là, enfin, en tout cas certains pour l'argent. Mais j'ai vu des gens là qui se donnent jour et nuit, dont les auteurs du GIEC, qui travaillent, bénévolement pour l'intérêt public. Leur place, elle est en politique ou pas, mais en fait, tout ce qu'on fait est politique. Donc tu peux être en politique. François Gémen, et s'est fait beaucoup taper dessus pour ça, et a rejoint l'équipe de Europe Écologie Les Verts. C'est un engagement politique, mais tu peux faire de la politique sans être dans un parti politique. Tu peux t'engager dans dans une lutte locale, tu peux écrire, tu peux avoir un média. Ce que je fais est politique, typiquement. À partir du moment où moi, ce que je présente est l'État, et je me sers de la littérature scientifique pour le faire, mais à partir du moment où je dis: «Le business as usual est en train de nous tuer, est en train de flinguer la planète», c'est de la politique. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a une politique, bon, plutôt néolibérale en Europe et de croissance verte, hein. Je je pourrais revenir là-dessus pendant des heures, mais c'est marqué dans la SNBC, c'est marqué, dans les dans la Commission européenne qui pense qu'on a toujours besoin de croissance et qu'on va juste découpler, donc baisser les émissions. En fait, c'est de la politique qu'ils font. C'est n'importe quoi, encore une fois, mais c'est de la politique. Donc le scientifique peut s'engager, il y a plein de façons de le faire. Tu peux le faire dans un parti politique, mais tu peux le faire ailleurs. Je prends un exemple de Julia Steinberger, qui est autrice principale du dernier volet aussi, du groupe 2 du rapport du GIEC, qui est intervenue, il y a eu des strikes, des manifestations devant les banques, elle est intervenue. Christophe Cassou, qui est auteur principal du groupe 1 et donc scientifique, est intervenu également, pendant les procès, parce qu'il y avait des militants qui avaient décroché des portraits de Macron. Bon, il y a plus violent, hein, comme action, mais il y a quand même eu procès pour ça, et il est allé témoigner en tant que scientifique de l'urgence climatique.
Donc ça Il y a aussi, tous c'est ceux il y a tous ceux-là qui viennent d'entrer en désobéissance civile. Alors, on les voit moins en France qu'ils ne sont en Amérique du Nord en particulier, mais ça, c'est un geste hautement politique et heu et on peut rappeler quand même qu'ils risquent leur carrière, hein, en faisant ça. al Heu, donc alors, oui, enfin, c'est bien que tu me le rappelles. Je pourrais partager des liens, là, ça va être un peu difficile, mais j'ai un article là-dessus. Le premier que j'ai écrit, validé par Jean Jouzel d'ailleurs du livre, mmh, sur le consensus climatique, parce que j'ai beaucoup creusé la question, est-ce qu'ils doivent s'engager ou pas? Et en fait, il y a la littérature là-dessus aussi. Et il est montré qu'en fait, ils ont très peu d'intérêt à s'engager, donc c'est vraiment ça et ils ont ça à perdre. Est-ce qu'on voit mes 2 mains? Oui. oui, oui. Mmh. Ils ont beaucoup plus à perdre à s'engager, heu, qu'à gagner, donc c'est aussi compliqué. Mais encore une fois, il y a une question d'arbitrage, on est en urgence climatique. Est-ce qu'on continue de la même façon? Où il y a des personnes qui vont s'engager, voilà, dans la vie citoyenne. Mmh. Il y a même d'autres scientifiques, mais c'est plutôt à l'étranger, c'est Scientist Rebellion, Oui. donc qui participent avec, Extinction Rebellion. Je pense à Peter Kalmus qui est climatologue à la NASA, il est allé s'enchaîner il y a un mois environ aux portes de JP Morgan Oui. et il y a eu quand même pas mal d'attention. Pas autant que ça aurait mérité, parce que JP Morgan est le plus grand financeur d'énergie fossile au monde, même plus que BNP, Sogei et Crédit Agricole. Il y a eu beaucoup d'attention. Il a gagné 100 000 followers sur le réseau en 10 jours, donc c'est énorme. Est-ce qu'il faut le faire? Très certainement. Même j'ai entendu Jean-Marc Jancovici parler de désobéissance civile, Mmh. enfin en parler, l'évoquer, il n'a pas poussé à, mais en Mmh. parler sur Mmh. LinkedIn. Il y a 2 ans, c'était impossible, Impensable, oui. Mmh mh. impensable. Le Mmh fait mh. enfin, on va y revenir je pense sur l'activisme, mais le fait que moi je me permette d'interpeller des gens sur LinkedIn, personne ne faisait ça il y a 2 ans, Mmh. personne. Aujourd'hui, je vois des gens le faire, ils me taguent et cetera parce que quand tu as un petit peu d'audience, évidemment, il y a plus de rebond derrière, mais les gens commencent à oser. En Mmh fait, mh. la honte est en train de changer de camp. Pas assez, mais ça commence. Ce qui voudrait dire que ton action, par exemple, est-ce que tu la positionnes comme je l'entends, c'est-à-dire justement pousser très loin pour permettre à d'autres de s'exprimer derrière et d'oser puisque si personne n'ose s'il y a pas de précurseur, c'est effectivement, très difficile de libérer la parole. Est-ce que tu as le sentiment on le voit aussi avec Pour un réveil écologique, qui font un travail qui est assez comparable au tien d'une certaine manière, enfin c'est Mmh des mh. watchdogs, de ce que font les entreprises en tout cas, et d'autres, hein, je cite ceux-là, mais il y en aurait d'autres à citer. Et comme j'ai déjà partagé avec toi, dans des échanges récents avec des dirigeants d'entreprise, on se rend compte que Pour un réveil écologique et Thomas Wagner sont devenus des espèces de références, d'étalons. Si on publie ça, est-ce qu'on va se faire taguer par donc ce qui prouve que ça a un impact, en tout cas. Alors, est-ce que c'est un impact de communication, un impact sur le fond? Je serais incapable de le dire, mais ça libère la parole. Est-ce que c'est comme ça que tu orientes ton travail aussi? Ou c'est uniquement, enfin, est-ce que ça en fait partie? Dans un monde idéal, Virginie, j'aurais pas à faire ça. Ça veut D'accord. dire que les mecs savent que dans leur entreprise, ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas soutenable et ils ne le feraient pas parce Mmh. que, un, légalement, ce serait interdit, ce qui n'est pas le cas. 2, ils auraient peur de se faire taper dessus. Mmh. Aussi simple que ça. J'ai encore vu un type hier, je l'ai sur mon bureau, je vais pas citer son nom parce que je le mets dans un article. Comme il a supprimé mon commentaire samedi, je vais le mettre dans un article dans 2 jours. Heu, il se bat pour le Web3, NFT, Mmh. machin et donc il a pensé que c'était une bonne idée d'aller, en En Grèce Grèce? parler de ça et j'ai juste demandé quel était le bilan carbone de l'opération et est-ce que c'était soutenable, et est-ce que ça respectait nos engagements climatiques? Bon, il y a eu quelques réactions qui sont venues dans l'heure et il a supprimé le commentaire. Mmh mh. Donc Mmh. ça, il faudrait enfin moi je le fais, mais il faudrait qu'on soit des centaines à le faire. Il faut arrêter de laisser passer des choses qui sont inadmissibles. Mmh mh. C'est inadmissible. Quand le responsable RSE, Antoine Cyr de BNP, il te parle de vélo, et de son engagement climatique et il parle de vélo sur LinkedIn, mais Jean Michou, tu te fous de la gueule du monde, sincèrement. Il faut quand même rappeler que sa banque, en 2020, a financé 39 milliards d'énergie fossile. Mais en fait, tes 3 vélos, je m'en fous. Mmh. Je veux un plan complet, un engagement strict, ce qui a été rappelé par le GIEC et par l'Agence internationale de l'énergie pour dire: «Vous devez arrêter de financer des nouveaux en tout cas des nouveaux champs pétroliers et gaziers et cetera. Mmh Si mh. vous ne le faites si vous ne le faites pas, on ne respecte pas nos engagements climatiques». Mmh mh. Mmh. Moi, je prends sa déclaration avec ses vélos et ses 40 milliards qui partent dans les énergies fossiles. Donc il se moque du monde et lui et je pense qu'il va écouter parce qu'ils me suivent les gens de BNP,
comme d'autres, hein, comme d'autres boîtes, arrêtez de vous moquer du monde. Et il faut qu'en fait, que plus en plus de gens s'en rendent compte et les interpellent. Il ne faut pas les laisser tranquilles. Camille Etienne fait un travail formidable en ce moment avec Total et le projet Jacob, mais il faut continuer. Mais en fait, vous détruisez notre avenir, leur avenir là-bas, en tout cas en Afrique, mais le nôtre par conséquent ici, parce que le CO2 n'a pas de frontières. N'en déplaise à Jordan Bardella et Marine Le Pen, le CO2 n'a pas de frontières. On ne peut pas mettre un mur pour éviter le changement climatique, hein. Je cite, hein. C'est pas de la diffamation, je cite. C'est tristement, je cite. Donc, ouais, il faut continuer. J'ai conscience, en tout cas, que ça n'arrivait pas. Moi, j'ai osé parce que j'ai, entre parenthèses, rien à perdre. Mais en fait, si, j'ai à perdre mon avenir, celui de mes neveux, etc. Donc, c'est pour ça que je m'engage et je suis content que ça arrive de plus en plus. Ouais. Il y a Christophe Broquet qui nous dit « Cette forme de tagging shaming, du coup, permet de faire évoluer le niveau global de non-acceptation. » Donc, je trouve que ça résume assez bien. Et en même temps, il y a un inconnu, puisqu'il ne se nomme pas, qui pose la question suivante. Est-ce qu'on a toujours besoin de lanceurs d'alerte ou doit-on passer à quelque chose d'autre? Est-ce que les résultats de l'élection en France ne montrent pas que cette stratégie ne marche pas? Non, ça n'a rien à voir en fait. Mon activité sur LinkedIn et les résultats politiques n'ont rien à voir. Il y a eu beaucoup d'interprétations et de mauvaises interprétations sur les résultats de l'élection, de dire que l'écologie n'avait fait que 4,6% ou 4,9% pardon, avec Yannick Jadot, ce qui a été répété entre autres d'ailleurs par François Gémen, si je ne dis pas de bêtises, il me corrigera si j'ai une bêtise, et d'autres personnes. En fait, c'est complètement faux. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui se sentent écologiques. Bon, déjà, il faut définir ce qu'est un écolo, mais il y a beaucoup de personnes qui se sentent écologiques, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, en fait, au total, c'est plutôt 25, 26, 27, je ne sais plus si on additionne les deux. Ça représente beaucoup plus. Il y a des gens qui ne peuvent pas encadrer Jadot, qui pensent qu'il est nul. Il y a des gens qui ne peuvent pas encadrer Mélenchon, qui pensent qu'il est nul, et qui ont, par défaut, et qui se sont dit que c'était moins pire aussi de voter pour Emmanuel Macron. Et pourtant qui se sentent écologiques. Donc en fait, l'interprétation des résultats politiques, il faut vraiment y faire attention. Enfin, j'en parle là, ça me démange depuis 2 semaines. J'aurais dû faire un article dessus, mais voilà. J'ai une petite question. Salut, je ne sais pas où encore me présenter, pardon. Il y a des questions qui sont apparues comme ça, puis j'avais presque la même. Du coup, comment on fait pour faire évoluer le monde politique ou les politiques pour qu'ils prennent les bonnes décisions? Est-ce que c'est selon toi une question probablement d'éducation, mais comment je t'y prendrais? On essaye tous de faire évoluer les politiques et c'est pas simple. Les élus, je parle, de tout genre d'ailleurs. Évidemment, si j'avais la réponse, on n'en serait pas là, Jérôme, tu te doutes bien. Il y a plusieurs leviers. Moi, je pars du principe qu'on aura besoin des politiques, mais j'attends rien d'eux. Et je suis très clair là-dessus puisque je l'ai écrit et depuis 2 ou 3 ans, j'ai pas changé d'avis. Je n'attends rien des politiques. Pourtant, on aura besoin d'eux, encore une fois, hein. Je rejoins ce que dit Gemène, ce qu'a dit Gemène, pour ceux qui ne savent pas, hier soir sur la 5, je crois, je ne sais plus, en disant qu'il conseillait aux scientifiques de ne plus jamais aller dans la politique, que c'était un milieu épouvantable et qu'il ne croyait plus en la capacité des politiques de faire changer les choses en matière climatique. Pour résumer sa pensée qui est plus complexe. Alors c'est une chose et je vais faire un long message sur Twitter, parce que j'ai échangé rapidement avec François hier soir à plus de minuit parce que ça me dérangeait énormément, sa sortie et surtout les commentaires et l'interprétation de sa sortie. François que je lis et écoute, hein, mais voilà, j'en parlerai plus tard. Oui, Pour rebondir sur le sujet, quelqu'un qu'on aime beaucoup. sur le sujet le sujet central, pour lequel je me bats d'ailleurs avec mon pote, c'est le point de bascule social. C'est le social tipping point. Donc en fait, je me bats pour qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui s'empare des sujets écologiques et que les politiques ne puissent plus faire sans. C'est pour ça que je me bats. Et en fait, ce pourcentage est hétérogène. Il y a eu des papiers qui sont sortis pour dire que c'était 3,5%. En fait, c'est complètement faux. Ça sort de nulle part, ce truc. J'ai un papier là-dessus, hein. Enfin, un point de bascule et optimisme, c'est ça le nom de l'article. Il faut atteindre ce point de bascule. Il faut faire en sorte que les politiques ne puissent plus passer à côté. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Macron en parle, mais bon, dans les faits, on a vu ce que ça a donné pendant 5 ans. Il y a eu les partis de gauche qui en ont plutôt parlé. Les partis de droite en ont aussi parlé, mais c'est n'importe quoi. Ils parlent de croissance verte et d'écologie punitive. C'est le programme de Valérie Pécresse
Et l'extrême droite, bon, l'extrême droite, c'est le cirque Pinder. J'ai démystifié le programme de Marine Le Pen. Si En seulement fait, ce n'était que le cirque Pinder. non, mais c'est un blackout. En fait, elle veut arrêter. En fait, tu prends ce qu'ont fait les experts, donc typiquement de RTE, les scénarios qu'ils ont proposés. Tu prends le programme de Marine Le Pen, tu le mets à côté. J'espère que vous avez des couvertures pour l'hiver, hein. C'est tout ce que je peux dire, parce que en gros, c'est un blackout. Elle raconte n'importe quoi. Il y a des gens dans son parti qui sont climato-sceptiques, et je parle même pas de Zemmour, hein, bon, c'est vraiment c'est freestyle lui. Pardon, oui, donc pardon, il faut se battre pour ce point de bascule. Les façons d'agir, évidemment, il y a la sensibilisation. En fait, c'est le point zéro. On parle de la fresque du climat, et cetera, mais pour moi, c'est le point zéro. C'est assez dépolitisé. C'est très bien d'avoir la connaissance, C'est mais volontairement dépolitisé d'ailleurs. oui, mais encore une fois, ça ne suffira pas. Il faut vraiment avoir conscience que jusqu'au bout, on n'a pas encore parlé des médias, mais jusqu'au bout, il y a des politiques qui joueront le jeu du statu quo, parce qu'il y a aussi des gens qui ont envie de l'entendre. Ça les emmerde de changer, même s'il y a des bénéfices, bon, ça les emmerde de changer. Donc il y a des gens qui vont jouer là-dessus. Il y a des intérêts, financiers qui vont faire en sorte que ça ne bouge pas. Il faut avoir conscience de ça. Donc la sensibilisation est un point zéro, mais ce n'est pas suffisant. J'insiste là-dessus. Et un autre message, écouter les scientifiques, ça ne suffit pas. Voilà. Justement, l'étape d'après, c'est parce que toi, moi, je partage complètement ton analyse. La sensibilisation, ça ne suffit pas. Sinon, d'ailleurs, compte tenu du nombre de personnes, malgré tout, qui sont sensibilisées, c'est quoi? C'est 500 000 personnes qui ont fait la fresque. 400 000, 500 000. Mais ça fait pas très longtemps, hein, ça fait que 2 ans. Donc entre la sensibilisation et le moment où tu agis, il y a aussi du temps. Mais c'est quand même extrêmement important. Et puis en plus, il n'y a pas que la fresque, il y a énormément d'initiatives depuis maintenant pas mal d'années, etc. On a vu quand même depuis 2 ans, pour les gens qui côtoient régulièrement les entreprises comme Jérôme et moi, on voit qu'il y a quand même un frémissement, c'est plus qu'un frémissement. Dans un certain nombre de boîtes, il y a quelque chose qui se passe. Le décrire et le mesurer, c'est extrêmement compliqué puisqu'il n'y a pas d'instrument de mesure, mais clairement, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que là où on était un empêcheur de tourner en rond, où on ennuyait, encore la RSE, etc., il y a encore 3 ou 4 ans, c'est plus le cas. Maintenant, ça c'est très net et c'est beaucoup moins le cas. C'est moins le cas. Mais en interne, parfois, quand on discute avec les personnes en place, ils ont encore un mal fou à faire changer les choses. Alors justement, et la question, c'est le moteur du changement, parce qu'il y a la cause, ça c'est la raison du changement. La raison du changement, c'est ça ne peut pas continuer comme ça. Après, il y a des propositions, il y a le scénario de l'ADEME, il y a les shifters qui ont fait le plan de transformation de l'économie française. Donc, il y a des propositions concrètes, pas forcément accessibles au plus grand nombre. Il faudrait que tu les prennes d'ailleurs, que tu les traduises à nouveau, tu en fasses le volume 2 et le volume 3 pour les rendre, quoique ceux de l'ADEME, ils sont relativement accessibles, mais on n'est pas encore dans le grand public. Comment est-ce qu'on va faire pour emmener des gens vers un projet? Parce que pour l'instant, on est à dénoncer un système qui ne fonctionne plus, mais c'est pas super sexy à vendre, quoi. C'est difficile pour un publicitaire de vendre ça. Je caricature à dessein le propos, parce qu'on entend souvent aussi, il y a Sophie Ebrard qui a posé la question, comment est-ce qu'on fait pour passer à un moment où ça devient un projet? Et qu'est-ce qu'on donne à voir et à entendre qui mobilise aussi dans le positif? Alors, les bonnes nouvelles, il y a une façon de communiquer. Je publie quelque chose soit demain, soit jeudi là-dessus, un peu les 10 bonnes pratiques de communication sur le climat. Et le point 2, c'est de mettre en avant l'éco-bénéfice, parce qu'il y en a plein d'éco-bénéfices, et on parlait de l'intérêt du GIEC et des scientifiques. Le groupe 2 et le groupe 3 ont fait un travail formidable de synthèse, et dans les points qui étaient hyper importants, et le groupe 1, pardon, aussi, montrait qu'il y a des co-bénéfices à agir. Le groupe 1 mettait en avant sur la santé. Je vais prendre l'exemple de Paris parce que j'y habite, mais moi j'ai peur des canicules typiquement, et j'ai un peu peur des 50 degrés qui arrivent, parce qu'on va les avoir si on ne change pas, hein, c'est sûr et certain. Le fait de planter des arbres typiquement dans Paris, c'est des co-bénéfices. Donc en fait, même je vois pas. Il y aurait une majorité de Parisiens qui seraient d'accord là-dessus. Il y a plein de co-bénéfices là-dessus, d'aménagement du territoire pour des pistes cyclables, etc. C'est pareil. En fait, il y a plein de co-bénéfices là-dessus, bons pour la santé et pour l'économie. Ça, c'est l'une des grandes conclusions du troisième volet du dernier rapport du GIEC, de dire il y a plus d'intérêt économiquement à agir qu'à ne rien faire.
C'est énorme comme conclusion. Il y a Céline Guivarch, qui est autrice principale du groupe 3, qui en parlait déjà depuis novembre. Elle a des papiers hyper intéressants là-dessus. Là, je vous invite vraiment à lire les conclusions de son travail. Donc, en tout cas, de façon globale, on a plus d'intérêt à changer qu'à ne rien faire. Ça, c'est sûr et certain. Et maintenant, c'est ancré dans le marbre. Évidemment, il y a des gens qui n'ont pas forcément. Enfin, moi, si je suis actionnaire principal de Total ou de Chevron, je sais pas, d'Exxon ou de BP, bon, là tout de suite, j'ai pas envie que ça change, ou en tout cas, laissez-moi encore un peu le temps, histoire de gratter quelques milliards, de pourrir un peu la planète, et ensuite on verra, tu vois? Donc, mais de façon globale et majoritairement, on a un intérêt à changer. Ensuite, il faut bien sûr que tout le monde en ait conscience, parce que là, on se parle, je pense, entre initiés, des personnes en tout cas curieuses sur le sujet. C'est pas forcément on est dans une petite bulle LinkedIn, une bulle de filtre, entre écolos et personnes plutôt convaincues. Il y a peut-être, enfin, moi, je serais très content s'il y a des climato-sceptiques dans le chat, ou des climato-rassuristes qui pensent que la technologie unique va nous sauver. Je serais ravi de discuter avec eux, mais je pense pas que ce soit votre cas, en tout cas, Jérôme et Virginie. Donc, vraiment appuyer sur le fait il y a des co-bénéfices, il y a des intérêts à changer. On n'a pas tout à perdre. Donc, je parle beaucoup de culture. J'ai le nez dans les chiffres toute la journée, mais en fait, j'en ai marre de ça. J'en ai marre des ingénieurs dépolitisés sur Twitter qui pensent que c'est juste une question de CO2. J'en peux vraiment plus de ça. Il faut sortir de ça, et il y a un appui culturel. Il faut vraiment insister sur la culture. C'est pour ça que j'ai une grosse activité aussi sur Instagram, parce que sur Instagram, c'est cool de faire des allers-retours le week-end à Dubaï. Oui. Ça, c'est encore cool. Moi, je veux que dans 5 ans, cette personne-là, elle disparaisse. Enfin, elle disparaisse. Ouais, Ça pratique, on va dire. Ça pratique. Que sa pratique devienne ridicule et qu'elle soit forcée de faire autre chose, parce que ça, en fait, les sponsors ne vont plus suivre. Il y aura aussi une logique économique derrière. Juste une petite question, Thomas. On est encore en démocratie, évidemment, et Mhm. souhaitons-le, comme tu disais tout à l'heure. Il y a quand même une grande question, c'est le vote et l'entraînement dans le vote aussi des classes populaires qui aujourd'hui soit se désengagent beaucoup du vote en lui-même et donc de la démocratie représentative, soit sont très tentés par les extrêmes et en particulier par l'extrême droite. Comment faire revenir toute cette population, toutes ces populations à cette question et dans le débat démocratique, c'est une grosse question compliquée, j'en ai conscience, pour pas justement qu'on reste entre initiés qui sont à peu près tous d'accord, mais Ouais. et qui réussissent pas à grand-chose. Alors, Je complète parce qu'en fait, la question de Jérôme synthétise plusieurs questions. Alors, il y a tellement de questions qu'on a même pas le temps de les lire. Mais il y a eu plusieurs questions sur le fait qu'effectivement, tous ceux qui suivent ce live, ou probablement 99%, sont des gens qui sont initiés, d'accord avec toi, en tout cas pour l'essentiel, et convaincus de la nécessité de transformer, de changer, et probablement des privilégiés pour pouvoir passer 1 heure sur LinkedIn à 12h30. C'est vrai que ce n'est pas forcément accessible à tous. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer les plus modestes et ne pas, et puis parce que derrière, il y a aussi tout l'enjeu social, évidemment, de la transformation écologique. Alors, on va déjà rappeler, et c'est une évidence, malheureusement, c'est pas une évidence pour tout le monde, qu'il y aura pas de transition écologique sans justice sociale. C'est impossible. Je tiens à le rappeler, c'est marqué dans tous les rapports scientifiques, et je remercie encore les auteurs du GIEC, parce qu'à chaque fois qu'un Jean-Michel me dit ça, oui, Pauvre il me dit ça sur Jean-Michel. LinkedIn, je lui mets un résumé du rapport du GIEC et je lui dis: «Très bien, réfutez ça, n'hésitez pas à publier», tu vois? Donc au moins je gagne du temps grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment, enfin, c'est tellement d'une logique, évidemment, que si tu es milliardaire, je vais prendre un exemple extrême, mais si tu es milliardaire, évidemment que tu as pas une empreinte carbone soutenable. C'est d'une évidence. Je pense à Roman Abramovich ou d'autres, Jeff Bezos qui va à la COP26, à bord d'un jet privé et qui va te dire à toi qui est au SMIC: «Bah, il faut réduire mon gars», mais lui, il est complètement déconnecté. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc il faut vraiment insister sur la justice sociale, et c'est pour ça que c'est un volet, et il y a que 2 partis politiques en l'occurrence qui en parlaient, c'était Europe Écologie Les Verts, bon, à leur façon, et Jean-Luc Mélenchon qui lui a vraiment insisté là-dessus avec tous les défauts qu'il a, hein. Bref. Mais typiquement, ça fait pas partie du programme d'Emmanuel Macron et ça fait pas partie du programme de Marine Le Pen. J'ai écouté le débat d'entre-deux tours parce que je suis un peu maso. Ils n'ont pas parlé une seule fois de justice sociale. Donc, en fait, votre programme n'est pas écologique. Il ne faut pas oublier ce volet-là. Autre chose pour répondre à la question de Jérôme qui est importante, il faut sortir de la bulle de filtre. Il faut arrêter de se parler contre nous. C'est pour ça que je parle et que je parle avec plein de gens avec qui je ne suis pas d'accord. Tant que ça reste cordial,
Enfin, c'est super, il faut écouter, vraiment écouter les autres, créer les conditions d'un dialogue. C'est le point 1 de l'article que je sors demain. Et sortir de notre bulle de filtre. Donc il y a 2 choses. La première, c'est, sortir, aller découvrir d'autres réseaux. Il y a LinkedIn qui est une bulle. Allez voir sur Twitter ce qui se passe. Allez voir sur, Instagram aussi. Si vous pensez que le mouvement climat grossit, je vous encourage à aller sur Instagram, à aller regarder des comptes comme Nabila, Mbappé, les anges de la télé-réalité avec Kevin, qui sort de Les anges à Je savais Miami pas que 13. tu es aussi cultivé, Thomas. Bien sûr, j'adore Kevin. Bon, et lui, il a 1 ou 2 millions de followers et il propose des allers-retours, à New York, et il va faire, aller-retour des jeux concours pour, aller à New York le week-end. Il aura 50 000, 100 000, 200 000 likes. Donc en fait, on en est là, hein. Donc il faut surtout pas croire qu'on est tous Non. écologiques et que tout va bien se passer. La deuxième chose que je répète en off, mais je vais profiter de le dire, c'est qu'il faut, je pense, donner la parole à ces personnes-là. Il faut arrêter de donner la parole à des gens qui sont CSP+, heu, privilégiés, blancs, comme moi, en fait. On voit que ces profils-là à la télé, on voit que ces profils-là partout, et en fait, c'est difficile de s'identifier aussi pour les autres. On va couper ton micro d'ailleurs, du coup, Thomas. Mais oui, mais enfin moi, en off, je le répète, il y a des gens, je sais qu'il y a un événement Change Now là qui Ouais. arrive, fin mai. Ça va encore être, enfin voilà, il y aura que des gens comme Bertrand Piccard pour vous expliquer ce que c'est l'écologie. Enfin, il faut pardon, mais il faut inviter d'autres personnes, entendre d'autres sons de cloche et comprendre, pourquoi ces gens-là, soit ne sont pas au courant, soit ce qui leur manque pour switcher. Donc effectivement, il y a un gros déficit d'information puisque ces personnes-là, en tout cas les plus démunies, qui sont les plus susceptibles de souffrir du changement climatique. Donc nous, on n'en a pas parlé, là je regarde l'heure, on a un devoir moral aussi, les personnes comme nous 3 et je pense une partie des personnes qui nous écoutent, des personnes privilégiées, de s'engager et de s'engager certainement plus que vous ne le faites. Moi, c'est difficile, je travaille 7 sur 7 non-stop, mais je le fais et je suis heureux de le faire. Donc il y a une question, enfin derrière le changement climatique, qui est éthique et morale, voilà. Donc ça passe beaucoup par les médias. Tu parles pas d'éducation, et en particulier de la jeune génération, celle qui arrive, bon, pour être intervenu par exemple la semaine dernière dans une ZEP 2, c'est vrai que l'émancipation sur ces sujets et l'éducation des plus jeunes autour de ces sujets me paraît, extrêmement complexe, et comment ramener aussi cette question-là à être prioritaire, partout dans l'éducation et pas simplement dans les meilleurs collèges ou lycées, en fait. Ouais, il faut un élan politique, tu me fais Besoin. bien, si j'ai pas encore parlé d'éducation, pour moi, c'est la clé, enfin, c'est encore une fois le point zéro, c'est le point zéro. Donc si, je suis hyper engagé, je réponds à plein d'étudiants et même des gens plus jeunes, des lycéens, et j'ai même des gens en collège qui m'écrivent. Alors là, c'est plus difficile pour moi de leur répondre. Qu'est-ce que tu veux que je dise à quelqu'un de 14 ans? Bon, je vais pas t'aiguiller ta vie, voilà. J'ai déjà mes neveux à gérer. Mais non, c'est le point zéro, évidemment, l'éducation. Et là-dessus aussi, il y a un gros déficit, alors que ça fait partie de l'accord de Paris. Je crois que c'est l'article 12 ou 14, je sais plus, sur l'éducation. Ça devrait être la base. En fait, tu ne peux plus aujourd'hui sortir de ta formation, qu'elle soit professionnelle ou voilà, étudiant, etc., sans avoir les bases sur le changement climatique, sans savoir qu'on est en urgence climatique. Les solutions, on a toute notre vie pour le trouver, mais il faut au moins ce bagage-là. C'est vraiment le point zéro. Et aujourd'hui, il y a non seulement un déficit, mais il y a des gens qui perpétuent le business as usual. Je vais éviter de faire du name dropping, mais j'en ai un en tête qui a 60 000 followers et qui est prof à Sciences Po. C'est une catastrophe, ce type. Il parle de croissance verte, mais en fait, il raconte n'importe quoi et je me frotte les mains à l'idée d'aller débattre avec lui. Enfin, sa source, c'est lui-même. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, effectivement, il y a un gros boulot là-dessus. Il faut que ça devienne des étudiants, il faut que ça vienne évidemment, d'autres personnes. C'est difficile. Il y a un système qui fait que, vous connaissez le classement de Shanghai très certainement. Les écoles de commerce, je le sais parce que j'ai fait une école de commerce, et répondent au classement de Shanghai. Il y a des critères, mais les critères ne sont pas bons. Les critères, c'est des critères du XXe siècle, très sincèrement. Surtout, ce qui est, pour en rajouter un petit peu là-dessus, c'est ce qui est intéressant dans l'écologie, c'est qu'elle est centrale, puisqu'elle détermine notre alimentation, elle détermine notre accès à l'eau, elle donne nos conditions de vie, notre confort thermique, les ressources, etc. Elle est tout à fait centrale. C'est-à-dire que sans l'écologie, c'est-à-dire sans considérer les ressources de la planète, le fonctionnement de la planète et ses limites, rien ne se passe.
Et donc, la replacer au centre de l'éducation, c'est une manière d'entrer dans la physique, c'est une manière d'entrer dans la géographie, c'est une manière d'entrer dans l'économie. Et ça serait extrêmement intéressant. Je crois que dans certains pays nordiques, ils commencent à y réfléchir d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on remet l'écologie comme le centre du système éducatif et non pas comme une énième matière qui vient au même titre que le latin ou la grammaire, quoi. En fait, c'est une grammaire, l'écologie, d'ailleurs. C'est une grammaire systémique pour comprendre le monde tel que et pour l'appréhender et donc aussi centrer les recherches, la pensée, etc. sur ces questions-là. Donc là, il y a certainement des pistes extrêmement enfin, c'est un modèle de renouvellement qui pourrait être assez génial parce que par ailleurs, de toute façon, le système d'éducation, comme on le sait, n'a pas évolué alors que les jeunes ont considérablement évolué. Ouais, ça Ouais. change. Le réveil écolo et d'autres personnes, moi j'ai reçu plein de témoignages sur Instagram. J'avais 500 réponses quand j'ai demandé est-ce que vous pensez que le programme que vous suivez, est-ce que vous êtes formé aux enjeux écologiques? Est-ce que vous êtes suffisamment formé selon vous? Et forcément, bon, il y a eu énormément de retours. J'ai tout gardé et noté à la main. Ça m'a pris quelques heures. Mais la conclusion, c'est qu'à 80% plus, c'est très insuffisant. Oui, et puis surtout là, on parle beaucoup de climat, mais sur la biodiversité, le niveau bien de sûr. formation et de connaissance est encore bien pire. Donc c'est aussi un axe incroyable de Bien sûr, mais il y a des enjeux. Là, on parle de la COP26 et la COP27 qui arrive. Il y a une COP15 en ce moment sur la biodiversité. Très bien. Elle est toujours pas annoncée en Chine, ouais. Non, mais si je Très bien, fais un sondage, je suis quasiment sûr que personne n'en a entendu parler. En fait, ça, c'est des axes. Bon, les journées ne font 24 heures. Moi, j'ai appris aussi de mes erreurs et non-erreurs, mais de constater que parler de la biodiversité, je me rends compte, alors que sans biodiversité, on est mort, hein, c'est aussi simple que ça, mais que ça touchait moins les gens. Et comme je sais que le climat, on a plus de chiffres, c'est plus facilement chiffrable, etc., et que les deux sont liés, enfin, le GIEC et l'IPSS ont travaillé ensemble pour le dire, ils ont sorti un papier. J'insiste un peu plus sur le climat et j'insiste un peu plus sur ce qui se passe en France, parce que j'ai remarqué, et c'est normal, pas normal, c'est comme ça, que quand j'ai parlé des îles Fidji, des îles Marshall, du Cambodge, etc., ça intéressait moins les gens. Que ce soit normal ou pas, encore une fois, c'est une question éthique, mais les gens qui font des allers-retours pour leurs vacances au Cambodge, sachez qu'à plus de degrés, il y a la moitié du Cambodge qui disparaît, enfin qui n'est plus vivable. Et on Ça, parle c'est même pas du Bangladesh, du Pakistan ou de l'Inde en ce moment. Bien sûr, mais même à 1,5 degré, il y a les îles Marshall, adios, c'est fini. Donc, il y a des pays qui disparaissent. C'est pour ça, encore une fois, Virginie, je pense que tu le sais, mais moi, entendre des gens qui disent: «On n'a qu'une vie, je continue à vivre, laissez-moi avec ma liberté». Ta liberté est en train de faire disparaître des pays. Il y a des pays, il y a des gens qui vont devoir migrer ou mourir. C'est aussi simple que ça. Les 50 degrés et l'accumulation qui viennent de se passer en Inde, là, c'est pas en fait, ça arrive qu'il fasse 50 degrés. Ça fait 1 mois qu'il y a des très, très fortes chaleurs et en fait, c'est l'accumulation qui crée les conditions invivables. Moi, vous me laissez à cette température-là, même à 40 degrés pendant plusieurs jours, même quelqu'un qui est plutôt jeune et en forme, qui fait du sport, il va souffrir. Donc vous imaginez les conséquences pour d'autres personnes et je parle même pas de l'agriculture et des conséquences, sur la faune et la flore, hein, bien sûr. Donc, inutile de vous réjouir quand on vous dit que Nantes, en 2050, c'est Biarritz aujourd'hui. En réalité, c'est pas qu'une question de température. D'ailleurs, il faut bien comprendre que c'est tous les écosystèmes qui sont modifiés avec les températures et ce sont les écosystèmes qui sont aussi qui nous fournissent la résilience face au changement climatique et à tous ces impacts. Parce que comme on est dans des latitudes tempérées, c'est vrai qu'on a tendance à se dire ouais, plus de degrés, bon, très bien, il fera un peu chaud l'été. Non, c'est pas du tout ça. On est dans des phénomènes systémiques et en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Tu parlais des jeunes il y a un instant. Est-ce que pour toi, l'écologie, c'est un peu une question générationnelle? Tu as touché 2 mots au début, mais parce qu'on voit cette espèce de mouvement, les jeunes, ils ont raison, les boomers, ils ont rien compris. On voit ça monter. Moi, je suis la première à dire les jeunes virer les vieux parce qu'il faut changer. Mais en réalité, c'est un peu c'est un petit peu plus complexe que ça. Et je sais que comme beaucoup de jeunes et de plus âgés s'adressent à toi, comment tu vois cette question? Alors, tu te doutes bien, Virginie, que si j'essentialise, et je crois que c'est enregistré, je sais plus, mais si j'essentialise et je dis les jeunes se battent pour le climat et les vieux n'en ont rien à faire, je finis sur Twitter et je suis obligé de déménager derrière. Donc, évidemment,
évidemment, je ne vais pas dire ça. Non, enfin non, surtout parce que je ne le pense pas, parce que je regarde sur, enfin typiquement sur Instagram, Léna Situation qui te propose des trucs à aller à New York, c'est des jeunes qui suivent Léna Situation. Je vais parler d'un truc perso. Ma marraine est la personne la plus écolo du monde. Je suis même pas sûr qu'elle connaisse le GIEC, mais c'est la personne la plus écolo du monde. Donc en fait, bon, bref. Mais il y a quand même quelque chose de générationnel, bien sûr, et c'est documenté dans la littérature. Il y a forcément, parce que c'est une question d'éthique. Encore une fois, le changement climatique est une question éthique. C'est pas qu'une question de CO2. J'espère qu'il y a des ingénieurs qui répètent ça tous les jours là sur LinkedIn et sur les réseaux qui nous écoutent parce que j'en peux plus. Donc ce serait bien qu'ils lisent un peu le travail du groupe 2 et du groupe 3 du GIEC. Ça les changera un peu et ça leur ouvrira un peu le crâne. Il faut vraiment insister là-dessus. Donc évidemment, il y a une question de génération. Je ne sais pas comment je réagirais moi aujourd'hui si j'avais 75 ans ou 80 balais, qu'on me disait ouais, tu vas souffrir dans 10 ou 20 ans, alors que le changement climatique est déjà en train d'arriver. Il y a déjà des conséquences. Il y a des gens qui meurent en France, en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique aujourd'hui. C'est pas en 2050, aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment je réagirais. Est-ce qu'à 80 balais, je me dirais bon, vous m'emmerdez, laissez-moi faire ma croisière sur le Nil. Peut-être que Oui, je serais comme il ça. ne faut quand même pas caricaturer parce qu'il y a beaucoup de vieux, entre guillemets, ou de Oui, boomers bien sûr. qui ont des pratiques bien plus Ah, bien sûr. écolo que les jeunes qui Ouais, ça, j'ai dit s'engagent ça. dans des combats. Donc c'est très Bien compliqué. sûr, mais tu as totalement raison. Je pense au travail d'Emmanuel Combet à l'ADEME. Je ne sais plus si sur les générations, je crois que c'est plutôt sur une question de revenus. Mais aujourd'hui, c'est évident que l'empreinte carbone la plus importante, c'est les gens entre 20 et 40 ans qui ont un pouvoir d'achat, qui ont le pouvoir d'achat le plus important. C'est eux qui flinguent le plus la planète que la personne qui est, enfin, voilà, entre 75 et 80 balais. Donc ça, c'est sourcé en revanche. Générationnel, enfin, je vais te faire une réponse de Normand. On a besoin de tout le monde, et c'est tout le monde sans exception. Les vieux, les jeunes, les moins jeunes, femmes, hommes. On pourrait reparler peut-être de la question genrée, Virginie. On aura besoin de tout le monde. Donc moi, encore une fois, je m'adresse à tout le monde, même si j'ai bien conscience qu'il y a des gens que ça n'intéressera pas, etc. Il faut juste en avoir conscience, mais il faut continuer, quoi. Il y a plusieurs témoignages et j'en ai un à la maison, donc qui évoque le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ultra consuméristes, etc. Et comme oui, et j'en ai même un, enfin pas consuméristes, mais qui sont très attachés aux marques, au visible, à la représentation, à l'affichage. Et là, évidemment, ça renvoie forcément au système publicitaire, puisqu'en fait, cette jeunesse-là, elle est aussi victime, j'allais dire, de représentation de codes sociaux, parce que c'est mieux de porter un Adidas qu'un Fago. Excusez-moi pour les marques, mais enfin, en tout cas, Fago. Fago. Ah, Fago. excellent, voilà. Ou d'autres, je cite Ouveja. Bon. Ah oui. Et donc, il y a aussi des codes. Et les codes s'appliquent aussi, d'ailleurs, aux vêtements. Bien sûr. Enfin, je vois l'heure et on pourrait en parler des heures. Et j'ai d'ailleurs parlé de ça dans l'article et en page d'accueil de Bon Pote. T'es écolo, mais t'as un iPhone. Et il faut bien sûr comprendre qu'il y a des structures sociales, des constructions sociales. Il y a des milliards de dépensés par les publicitaires pour acheter leurs produits. C'est pas de la bienveillance, c'est pour de la consommation derrière. Donc effectivement, je sais L'intérêt plus quel est le privé. chiffre. Je crois quand on se balade par jour, en moyenne, le Français voit 200 pubs, quelque chose comme ça. On est matraqué de pubs et donc poussé à consommer en permanence. On n'est pas poussé à regarder des oiseaux et dire que la vie est super, tu vois? Donc effectivement qu'il faut prendre ça en compte. Je crois pas, enfin, il y a eu des chiffres qui sont sortis là sur le Génération Climat ou autre. Bon, c'est toujours pas majoritaire, mais on aura encore une fois pas forcément besoin d'une majorité pour que ça bouge. On a besoin d'un point de bascule social. Et alors, les femmes, on a besoin des femmes? Ah oui, mais pour beaucoup Non, de choses. je vais poser la question, parce qu'en fait, quand on a préparé cet entretien, on a évoqué cette question de savoir si l'environnement était une question genrée aussi. Et bien sûr, c'est plus complexe que ça. Hein, Bien, voilà. non, mais bien sûr, et surtout que là, il va me rester 2 minutes et là, je dis non, Je tends la perche pour, on n'aura pas besoin des femmes. Tu imagines un peu ce qui va La se passer. réponse est non, surtout pas les femmes. La réponse est non, faisons sans les femmes. Enfin, je reconnais certains qui ont déjà tenu ce discours d'ailleurs, mais bon. Ce qui est important, bon, est-ce que c'est une question genrée? Non, non, évidemment. Enfin, c'est homme-femme, homme-femme. On a encore une fois besoin de tout le monde. Il y a des choses qui sont importantes tout de même de souligner.
les femmes sont plus susceptibles, en tout cas, et souffrent déjà et souffriront plus du changement climatique que les hommes. C'est sourcé, c'est les conclusions du 2e volet du rapport du GIEC. Vous pouvez regarder sur Bon Pote, il y a un résumé là-dessus. Ça, il faut le savoir, comme les personnes les plus démunies, et cetera. Donc il faut prendre en compte qu'il y a l'intersectionnalité, c'est pas qu'un truc de woke et d'islamo-gauchiste. C'est un truc qui est documenté, voilà, il y a des sciences sociales derrière, donc il faut le savoir. Il faut aussi savoir que même la recherche scientifique, Carbon Brief, hein, c'est en anglais, il faudrait que je le traduise. Il y a un super article Valérie Masson-Delmotte en a aussi parlé sur Twitter. Il y a plus de scientifiques hommes que femmes et même dans le GIEC, c'est encore le cas. C'est en train de changer petit à petit, mais évidemment que ça doit aussi avoir une influence in fine. Bon, c'est des petites subtilités, mais des choses ultra importantes qu'il faut savoir. Je vois l'heure, il nous reste 4 minutes. On va pas parler d'écoféminisme maintenant, mais c'est un sujet aussi et j'en ai parlé, j'ai interviewé Stécie Algrin dessus, mais je suis plusieurs autrices plutôt sur l'écoféminisme. C'est un sujet. C'est aussi les conseils d'administration, c'est Non, aussi mais les bien sûr. formations, c'est aussi je rappelle que les femmes, elles sont majoritaires en études supérieures. Le paradoxe, c'est qu'elles sont moins comme dirigeantes, mais en revanche, en termes d'études, il y a plus de femmes diplômées. Aujourd'hui, par classe d'âge, il y a une nouvelle classe d'âge. Bien sûr. Voilà. Et dans toutes les formations au programme qu'on fait sur le climat, la biodiversité, il y a au moins 80% de femmes. Ce qui t'embête beaucoup, Jérôme, bien sûr. Non, mais c'est dommage. Voilà. Mais il y a un sujet sur les femmes, c'est beaucoup plus dur. Oui, je sais avec qui j'ai discuté hier, mais je ne vais pas dire son nom. Mais c'est plus dur pour les femmes aussi de se faire entendre. Je pense, j'ai écrit un article là-dessus sur la masculinité toxique. Je prends ma part de responsabilité aussi là-dedans. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez regarder la page Bon Pote. C'est 95% des commentaires, ce sont des hommes. Et ce sont des hommes qui savent. Évidemment, il faut savoir qu'il n'y a que des prix Nobel en France. On a une chance incroyable. Il n'y a que des gens brillants et intelligents. Voilà. Mais à cause de ça, donc déjà, il y a des gros débilos qui viennent commenter et qui racontent n'importe quoi avec une assurance, mais digne d'Idriss Aberkane et de Raoult réunis. C'est vraiment, ils sont incroyables, alors que c'est faux ce qu'ils racontent. Mais à cause de ça, des femmes n'osent pas commenter et viennent me parler en privé. Et moi, je le regrette ça. Donc, si j'ai un message à passer, presque pour conclure, certains hommes devraient se taire, moi y compris, et peut-être que d'autres personnes viendraient s'exprimer. Et on aurait d'autres échanges, en fait. Voilà. Et peut-être moins techno-centrés. Les solutions sont beaucoup centrées en ce moment sur la technologie, etc. On aurait peut-être d'autres approches, quoi. Ou la transition énergétique abordée d'un point de vue technique. Ouais. Bon, il est malheureusement l'heure, Virginie. Ouais, et c'est un regret parce qu'on continuerait bien volontiers. Donc, j'ai vu qu'il y avait plein de questions dans le chat. J'ai vu que ça défilait. Parce que en fait, c'est sur la publication, sur la page du Grand Défi. En fait, quand tu iras sur la vidéo, tous ces commentaires sont en commentaire de la vidéo. Donc, tu sais ce que tu vas faire cet après-midi. On a essayé de les poser quand même. S'il y a 2 ou 3 questions, allez-y. Si Jérôme et Virginie ou d'autres personnes dans le chat, vous avez des questions. En général, je prends le temps. En tout cas, j'avais le temps de répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, c'est plus possible. Je fais vraiment mon possible. Mais comme je suis actif sur les 4 réseaux en plus, j'ai des articles à écrire, des gens à aider et faire des bêtises. Et je suis actif sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Et Instagram qui me prend beaucoup de temps. J'estime que le greenwashing n'existe pas sur Twitter ou presque pas, parce que les gens se font déglinguer instantanément. Sur LinkedIn, il y a de plus en plus de gens qui osent et c'est très bien, mais il faudrait qu'on soit 100 fois plus à le faire, que le greenwashing ne passe plus. En revanche, Instagram est un monde parallèle, complètement. Ils sont sur une autre planète là-dedans. Donc j'essaye de bosser et un peu d'inverser la tendance. C'est pour ça que je passe du temps, je passe pas mal de temps sur Instagram. Et encore une fois, c'est un travail. Si ça tenait qu'à moi, je serais au bord d'une plage en train de lire un livre et de siroter un jus d'orange. Mais nous y retrouverons peut-être un jour. Voilà. Sans prendre l'avion pour y aller. Bien sûr, on ira en Bretagne. Écoute, merci beaucoup Thomas. Vraiment, c'était génial et en même temps, c'est très frustrant parce qu'évidemment, on a envie de te poser 1000 autres questions et d'aller à chaque fois plus loin. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Et en tout cas, merci pour ce que tu fais et d'avoir accepté notre invitation. Et puis, à bientôt. Ouais. Merci de m'avoir reçu. Et s'il y a des questions, oui, c'est sur le live, c'est ça. Et oui, sinon, écrivez-moi en privé sur les réseaux. Si je ne réponds pas, c'est qu'il y en a peut-être un peu trop, mais voilà. Merci beaucoup Thomas. Voilà, j'ai un côté droit, je peux le montrer. Et à très bientôt. Salut à tous. Suivez le Grand Défi sur tous nos réseaux.
et venez répondre à la consultation, engagez-vous avec nous. Voilà, ça nous fera plaisir, ce sera intéressant. À bientôt. À Au bientôt. revoir.